Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film italien sorti en 1964, Six femmes pour l'assassin, Sei donne per l'assassino en version originale, réalisé par Mario Bava, dont je découvre enfin le travail derrière la caméra, pour une œuvre ici assez différente des métrages venus de ce pays que j'ai pu traiter sur la chaîne ces dernières semaines, puisqu'on est plus en mode slasher, thriller, très visuel, plus communément appelé le giallo, qui prend ici ses lettres de noblesse, qui auraient été plus ou moins inventées, le mot est galvaudé, du moins donc cinématographiquement l'année précédente, dans La fille qui en savait trop, du même Mario Bava, mais considérons ce Six femmes pour l'assassin comme le premier giallo coloré de l'histoire, qui inspirera énormément de metteurs en scène par la suite, bien évidemment Dario Argento, mais pas que, d'autres anglophones, et même Pedro Almodóvar, tout ce que vous voulez, sur les couleurs. Et donc, au casting, ici, nous retrouvons actrices et acteurs pas forcément très connus, mais est-ce le plus important? Ça aussi, j'y reviendrai. Un Américain, par exemple, Cameron Mitchell, une anglo-hongroise, Eva Bartók, ce nom vous dit peut-être quelque chose, et bien sûr, actrice-acteur italien ou autre anglophone qui traîne par là pour une production plus à visée internationale, que j'ai vu en italien, mais c'est surdoublé dans cette langue d'origine, donc il n'y a pas vraiment de VO, si on veut, c'est un peu compliqué. Bon, comme souvent avec certains films italiens de l'époque. Et donc, l'histoire est assez simple sur le papier. On va suivre un assassin masqué, ganté, qui va tuer plusieurs femmes, des mannequins, notamment dans une demeure de haute couture, gérée par la comtesse, etc. Et forcément, on se demande pourquoi ce monsieur, enfin cette personne, derrière le masque, agit, crime passionnel, fétichiste, voyeuriste, ou il y a quelque chose de plus derrière, puisque quand même la première victime avait un journal intime, et semble-t-il, le meurtrier semble y attacher une certaine importance. Quel secret renfermerait-il, peut-être, par rapport à cette maison de haute couture? Bref, on va avoir une enquête avec un policier et tout, et on va essayer de suivre celle-ci en mode whodunit, même si, franchement, c'est pas là-dessus que le spectateur va porter son attention première. Car, ici, nous avons une œuvre hyper visuelle, donc un giallo, où la mise en scène, la forme va prendre le dessus sur le fond. Quoique, l'intrigue, le scénario, tout ça, d'accord, mais il y a quelque chose de social derrière. Tiens, je vais commencer par cela, et tordre le coup de ce qu'on pourrait attendre, que je décrive certaines scènes, attendez, ça va venir, parce que Mario Bava, il prend ici pour cible un milieu très bourgeois, mannequinat, et je pense qu'il y a du cynisme derrière, clairement, avec un discours sur la société italienne, peut-être un peu en décadence à cette époque-là, après le miracle économique et tout, que j'avais évoqué dans le fanfaron. Et j'ai envie de dire que le choix de prendre des actrices-acteurs pas forcément connus, et qui ne jouent pas super bien, ça il faut l'avouer, est presque logique. Ce sont presque des pantins derrière la caméra, pour que Bava se concentre plus sur l'aspect visuel et certains plans précis. Et c'est pas pour rien que la plupart du temps, en plus donc de filmer les personnages, Bava pose sa caméra sur ces mannequins un peu en osier, qui vont rappeler, tiens, quelque chose dans le film Psychose de Hitchcock, par moment, qui est un petit peu la base du slasher et aussi du giallo, comme Le Voyeur de Powell. On peut penser à ces deux films de 1960, qui sont quand même centraux. Et donc, oui, tu sens que c'est désincarné, y compris dans le jeu, qui, à mon avis, actrices et acteurs sont, on va dire, dirigés ainsi. À part le policier, qui est un peu plus stoïque et statique, mais lui, on va se concentrer sur son regard un peu magnétique. Et tiens, j'enchaîne là-dessus, parce que dans cet endroit, voilà, ces milieux un peu où on sent que les personnalités des gens ne sont pas extraordinaires, eh bien, Bava, il va se concentrer sur leur réaction, leur regard face à la terreur, les meurtres. Et c'est là-dessus que ce film est magnifique, j'ai envie de dire. Toutes ces trouvailles esthétiques et visuelles pour l'époque, tu arrives au milieu du film, tu as complètement oublié que ça date de 1964, que dans 2 ans il va fêter ses 60 ans, tellement c'est avant-gardiste sur ce côté-là, même l'utilisation des couleurs, c'est bon, un petit peu exacerbé, mais volontairement, mais il y a des plans qui bougent d'une façon qu'on ne voyait pas souvent à l'époque. Il y a une trouvaille visuelle quasiment à chaque séquence, et c'est pas étonnant parce que Mario Bava est aussi chef op, directeur de la photographie. Il a géré la photographie de ce film avec quelqu'un,
Et ça se sent. C'est quelqu'un qui place le visuel au centre des choses. Après, l'histoire autour, c'est presque un prétexte. Même si donc il y a quand même ce propos social qui renforce, on va dire, justement la puissance de ces meurtres et l'angoisse, j'ai envie de dire, qui était déjà là présente de façon subliminale sur le plan sociétal. Et parce que oui, la plupart des victimes sont des pauvres filles qui sont là, bon, pour leur beauté, mais utilisées comme des objets un peu, et qui vont se faire trucider comme si de rien n'était, pour des choses voilà, qui seront révélées à la fin, où tu as un twist, mais tu sens plus ou moins les choses venir. Vraiment, ici, on est dans le côté social total, jusqu'au bout. Mais alors, voilà, les scènes de meurtre, la première déjà, parce que moi c'est celle-là qui m'a le plus marqué, en même temps, elle nous permet d'entrer de plein pied dans l'ambiance, l'atmosphère, donc en extérieur, avec cette arche d'arbres, voilà, comme ça, une sorte de tunnel, t'as l'impression, je découvre ce film, sur le tard forcément, parce que je découvre Bava avec, et t'as l'impression d'avoir vu ça déjà repris par ailleurs, t'as quelque chose qui va peut-être renvoyer à... Tiens, je pense à Men récemment, de Monsieur Garland, Alex Garland, pardon, pas Andrew. Il y a ça, il y a évidemment aussi Sleepy Hollow de Tim Burton, dans des ambiances un peu gothiques, voilà, c'est un petit peu ça. Tu sens que ça a tellement donné envie à d'autres metteurs en scène de gérer ce même genre de feeling, que c'est... voilà. Puis il n'y a pas que les décors, le jeu des lumières forcément, Mario Bava est derrière, les couleurs, puis aussi les mouvements de caméra, pas forcément sur cette scène-là, mais quoique souvent très subjective aussi, parce qu'on adopte le point de vue d'un tueur qui rôde, on ne sait pas si c'est quelqu'un en chair et en os ou presque un fantôme par moment, ça joue là-dessus. Évidemment, ce brûlot-là est moins fantastique, pas fantastique du tout, à part sur le visuel à quelques moments, que certains suivront, comme certains de Dario Argento, pour le coup, par exemple, ou Lucio Fulci, pardon. Bref, ici c'est quand même très terre-à-terre à la base, mais rien que sur la façon de travailler les textures, donc ces ambiances-là, les couleurs et la façon dont la caméra est placée ou bouge avec ces décors, t'as presque l'impression à un moment d'être dans un film de fantôme, et c'est génial. Voilà, donc il y a plusieurs moments très violents aussi, pas forcément la première scène, mais après, il y en a une qui se fait brûler le visage, c'est brutal, je pense que ça a dû en choquer plus d'un à l'époque, quand même, c'est les années 60, on est avant mai 68 et tout, surtout en Italie, qui est un pays très pieux, à mon avis, là, ils voulaient donner des petits coups de poing dedans, même si le film était plus destiné aux autres pays sur le papier. Bref, c'est impressionnant pour l'époque, et on voit ici une œuvre fondatrice, renforcée par la musique de Carlo Rusticelli, qui accompagne parfaitement des ambiances, avec un peu des percussions tribales, et puis une musique qui pourrait être dans des films érotiques et tout, mais là c'est peut-être pour renforcer aussi l'aspect voyeur et sensoriel des meurtres. Il n'y a pas vraiment d'érotisme ici, mais à chaque fois qu'une fille est tuée, tu as quand même un symbolisme derrière qui est sous-jacent. Une frustration sexuelle peut-être derrière pour le tueur. Là je ne révèle rien, mais on sent qu'il y a peut-être quelque chose. Donc voilà, on rentre dans ce film qui passe, mais à une vitesse à grand V, en plus il dure moins d'1h30. Il y a la résolution, limite on s'en fiche, si ce n'est donc sur le plan, là aussi, purement cinématographique, puisqu'à la fin on se retrouve avec des choses totalement folles au sein de ce manoir, de cette demeure. Et ça rôde, on ne sait pas trop, même le personnage principal qui va être, enfin les personnages principaux à la fin ne savent plus trop où donner de la tête. Donc oui, c'est une réussite absolue, je suis vraiment content de l'avoir vu. Je suis donc assez profane encore dans ce domaine-là, du giallo. Bon, j'ai vu quand même Ténèbres, dont j'ai parlé, mais aussi Suspiria, d'Argento, et aussi l'au-delà donc de Fulci. Mais j'en verrai d'autres, clairement, parce que là, ça donne envie. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu comme ça, en plein été, alors c'est pas forcément un film à regarder l'été, mais bon, pourquoi pas, de voir enfin celui-ci en particulier. N'hésitez pas à dire en commentaire votre avis sur ce film, sur le giallo en général, quel serait votre giallo préféré, est-ce que vous avez d'autres œuvres de Mario Bava à me conseiller en priorité, et puis il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.